Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si Netflix ou Prime Video avait modifié notre façon de consommer les séries et les films que l'on regarde? Non? Bah écoutez, laissez-moi vous parler de l'impact des plateformes de streaming sur notre façon de consommer dans cette vidéo. Et il faut savoir qu'à la base, cette vidéo n'était pas censée être une vidéo, c'était une conférence que je devais présenter au Geek Life Festival il y a quelques semaines. Le problème étant que je suis tombée malade et que je n'ai jamais pu en parler. Du coup, je me suis dit que j'allais convertir la conférence en vidéo pour vous en parler, étant donné que je trouve le sujet extrêmement intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur Instagram et TikTok. Une grande fan de séries et de cinéma depuis qu'on m'a mis devant un poste de télé, j'ai constaté pas mal de changements sur ma façon de consommer les séries que je regarde, mais surtout sur la façon de manière générale de consommer les séries et le cinéma. Je vais donc à mon petit level essayer de comprendre comment est-ce que les plateformes de streaming ont accéléré ce changement et on va surtout voir ensemble si c'est pour le mieux ou pour le pire. Mais pour ça, il faut qu'on reprenne les bases et qu'on remonte un petit peu en arrière. Alors vous vous doutez bien, mais du haut de mes 26 ans et de mes vidéos sur mon canapé dans mon salon, je suis seule derrière cette chaîne. Je n'ai donc pas d'équipe derrière moi pour faire mes recherches. Donc cette vidéo va surtout se baser sur mes connaissances personnelles, sur mes recherches via internet que j'ai pu notamment remplir grâce à vous, étant donné que je vous avais fait parvenir un petit questionnaire il y a quelques semaines, mais également via des anecdotes personnelles de mon propre vécu. On n'est donc pas ici sur la recherche scientifique de l'année, vous l'aurez compris. Pour commencer, on va d'abord s'intéresser à l'avant-plateforme de streaming. Et attention, j'ai bien dit plateforme de streaming et non pas site de streaming, qui sont deux choses complètement différentes. En effet, les sites de streaming existent depuis la nuit des temps sur internet, ou plutôt depuis que internet existe, parce que la nuit des temps c'est un peu long quand même. Et ce sont donc des sites illégaux sur lesquels on pouvait voir des films et des séries tout en essayant d'esquiver Jennifer, 24 ans, chaude dans ta région, qui essaye de te pécho pendant ton visionnage. Alors que les plateformes de streaming, eh bien c'est légal, payant et sécurisé, comme Netflix par exemple, Prime Video, etc., etc. Mais on y reviendra un peu plus tard. Comme je vous le disais, j'ai commencé à regarder des films et des séries très jeune et je me suis vraiment prise d'une passion pour ce domaine. Et en même temps, ça se voit étant donné que ma chaîne YouTube parle de séries de cinéma. Bon, j'avoue, j'ai surtout commencé par Barbie, les Winx ou encore Pokémon, comme tout bon enfant qui se respecte, avant de tout simplement basculer vers des séries du type Charmed, Smallville ou encore Supernatural. Oui, je me devais de glisser les séries Charmed et Supernatural dans cette vidéo. Sinon ça n'aurait eu aucun sens. Et à l'époque, clairement, on n'avait pas 15 000 façons de pouvoir regarder ces séries, on n'en avait que 2. Alors oui, sur vos écrans actuellement, vous êtes en train de regarder les définitions de ce qu'est un DVD et une télévision. Vous en riez sûrement maintenant en vous demandant pourquoi est-ce que je me casse la tête à mettre la définition de DVD et télévision. On en rigolera dans 20 ans quand vos enfants et vos petits-enfants ne sauront même pas ce qu'était un DVD. Du coup, juste pour la vanne, eh bien je vais tout simplement vous lire la définition d'un DVD. Le DVD, sigle de l'anglais Digital Versatile Disc, mon accent incroyable comme d'habitude, est un disque optique utilisé pour la sauvegarde et le stockage de données sous format numérique. Créé en décembre 1995, oui, le DVD est plus vieux que moi, il représente le format vidéo numérique le plus répandu dans le monde, successeur de la vidéocassette, du laserdisc et du vidéo CD. Est-ce que du coup maintenant j'ai vraiment besoin de vous donner la définition de télévision? Je ne pense pas. On va donc passer à la suite. Comme je vous le disais, on avait donc les DVD qui avaient à la base remplacé les cassettes et bien évidemment la télévision, notamment avec la fameuse trilogie du samedi. Quelle époque! Et c'est complètement fou que j'en vienne à dire quelle époque, alors que concrètement, ces mêmes séries, aujourd'hui, en quelques clics sur mon ordinateur, je peux les trouver à moindre coût et très facilement. Mais je sais pas vous, la nostalgie de devoir attendre chaque semaine pour pouvoir regarder ces fameuses séries et surtout devoir se battre avec le reste de la fratrie pour savoir qui allait regarder quoi et ce combat acharné avec les parents pour qu'ils nous laissent regarder la télé, c'était quand même quelque chose. Et je sais pas, j'ai quand même ce petit goût de manque quand j'y repense. Mais avant de continuer dans mes explications, laissez-moi quand même vous expliquer ce qu'est la trilogie du samedi pour les plus jeunes d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est la trilogie du samedi. La trilogie du samedi, c'était tout simplement un bloc de programmes diffusé à partir du 6 décembre 1997, j'avais à peine quelques mois, sur M6. Et c'était tout simplement adapté du format américain existant déjà, trilogie diffusée sur NBC. Et le fait d'avoir uniquement ces deux façons de regarder les séries à l'époque
Ça me permettait vraiment personnellement de me focus sur ce que j'étais en train de regarder. Je portais une grande attention aux épisodes, à ce qui s'y passait, et clairement aujourd'hui, sans mentir, je serais capable de vous ressortir mot pour mot et scène pour scène. Ça se dit scène pour scène? Bref, vous avez compris, un épisode entier de l'une de ces séries tant elles sont ancrées en moi. Mais vous allez vous demander pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien tout simplement parce que si on fait un bond en avant et qu'on revient en 2024, on se rend compte que beaucoup de choses ont changé entre temps. Notamment, comme je vous le disais, notre façon de consommer ces mêmes séries ainsi que les nouvelles. Concrètement, je vais rester sur l'exemple de la trilogie du samedi, mais on pouvait compter à l'époque 40 séries au total. Alors certes, je n'ai pas vu les 40 séries étant donné que chaque année le programme changeait, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire à peu près qu'on se souvient d'une bonne partie de cette fameuse liste. Concrètement, 40 séries, c'est rien comparé à l'immensité du catalogue proposé par les plateformes de streaming aujourd'hui, que ce soit Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, et oui, attendez, il y en a encore, Apple TV, OCS, Canal+, bref, il y en a tellement que je sais plus où donner de la tête. Où est-ce que je veux en venir en vous disant tout ça? Eh bien, croyez-le ou non, mais aujourd'hui, malgré l'immensité des catalogues que nous proposent ces plateformes de streaming, je me retrouve parfois à ne pas savoir quoi regarder ni où regarder. Comme si avoir un aussi grand choix m'empêchait au final de regarder quoi que ce soit. J'en suis venue aujourd'hui à devoir d'une part choisir parmi les sorties du moment et ne pas savoir quoi regarder. Et concrètement, ça c'est dû à quoi? Eh bien, tout simplement à une forme de surconsommation tellement importante qu'on finit par s'y perdre. À des annulations en masse, Netflix, c'est à vous que je m'adresse. Et de nouvelles séries qui sortent chaque semaine sans grand intérêt et qui nous renvoient toujours à ce que l'on connaît déjà. D'ailleurs, il va falloir en parler de toutes ces chaînes, de toutes ces plateformes, de tous ces groupes qui reprennent des anciennes séries, des anciens films pour faire des reboots, pour faire des revivals et j'en passe. Je crois que l'industrie du cinéma commence un petit peu à fatiguer, à ne plus trop avoir d'inspiration. Aujourd'hui, si les plateformes de streaming ne veulent pas mourir, elles se doivent de sortir des séries à la chaîne, quitte à annuler de très bonnes séries quand l'intérêt général n'a pas explosé. Et pourtant, de bonnes séries, il y en a. On ne leur accorde tout simplement plus assez de temps parce que tout doit aller très très vite et plaire à tout le monde. À l'époque, quand une série sortait, notamment à la télévision, on avait le temps d'aimer, de moins aimer, de trouver une saison moins bonne qu'une autre, avant de finalement trouver la suivante excellente. Et c'était tout simplement dû à la façon dont étaient propagées ces séries. Parce que oui, généralement, quand une chaîne achète une série, elle ne l'achète pas pour une seule saison, mais elle l'achète pour une période donnée. Du coup, si une saison ou plusieurs épisodes sont moins bons, eh bien la série continue quand même à être diffusée à la télé et du coup ça permettait de sauver pas mal de programmes où aujourd'hui on qualifie ces mêmes séries ou ces mêmes saisons comme étant moins bonnes et non pas comme une catastrophe. Aujourd'hui, si Netflix ou Prime Video constate un manquement, c'est unanime, on ne cherche plus à faire mieux, on supprime et on recommence. Et clairement on pourrait crier au scandale de se dire qu'ils se foutent littéralement de notre gueule, mais en réalité c'est simplement parce que aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne, car nous ne sommes plus à la télé. Et qu'on le veuille ou non, notre façon de consommer a changé en même temps que la création de ces dites plateformes de streaming. D'ailleurs, si on reprend l'exemple de Netflix qui est le pro de l'annulation en masse, cela est tout simplement dû au taux de complétion. Et vous allez me dire, Sarah, c'est quoi un taux de complétion? Eh bien, c'est tout simplement un indicateur de réalisation. En gros, combien de personnes regardent une série au moment où elle sort, et 100% de complétion, bah, ça signifie que toutes les personnes qui devaient être touchées entre guillemets par cette série, eh bien a été touchée par cette série. C'est pas très clair, mais je trouvais la définition sur Wikipédia extrêmement barbante, j'avais pas envie de vous la donner. Je vous laisse aller voir si vous voulez plus de détails. Pour ce qui est de Netflix, un taux de complétion en dessous de 50% signe clairement la mort d'un programme. En toute logique, Netflix va simplement estimer que ce pourcentage révèle le nombre réel de spectateurs si il y a une saison 2 ou saison 3. D'où le fait que beaucoup de séries Netflix se soient arrêtées après seulement une ou deux saisons maximum. Et que d'autres continuent avec une dizaine de saisons alors que clairement il aurait fallu s'arrêter avant. Elite, je parle de toi. Aujourd'hui, on se souvient d'une série et on l'oublie aussitôt. Quand à l'époque une série restait gravée pendant des années dans la mémoire des gens, aujourd'hui même Game of Thrones qui était un chef-d'œuvre pour son époque, on en oublie presque son générique iconique et mythique.
Non, c'est faux. On n'oubliera jamais le générique iconique de Game of Thrones, bien évidemment. Et ça, c'est tout simplement dû au fait qu'on est dans l'ère de l'ultra-consommation, l'ultra-rapidité, le fast-food du cinéma sur nos écrans. Est-ce que vous savez ce qu'est le binge-watching? Le binge-watching, c'est tout simplement le fait de regarder toute une saison entière d'épisodes à la suite sans s'arrêter. Ou comme l'indique la définition de Wikipédia, le binge-watching, binge viewing ou marathon viewing est la pratique qui consiste à regarder la télévision ou tout autre écran pendant de plus longues périodes de temps que d'habitude, le plus souvent en visionnant à la suite des épisodes d'une même série. Pour l'anecdote personnelle, j'ai commencé à binge-watcher quand j'avais environ 6 ou 7 ans et clairement à l'époque, on me prenait pour une folle de passer autant de temps à regarder la nouvelle saison de Charmed. Aujourd'hui, le binge-watching est devenu monnaie courante, je dirais même presque une norme à notre façon de consommer. Je vous avais d'ailleurs demandé sur le petit formulaire que je vous avais envoyé, eh bien si vous binge-watchez les séries et de quelle manière. Et c'est assez hallucinant de voir à quel point beaucoup de personnes binge-watch. Aujourd'hui, il faut vite regarder une série pour éviter le spoil, éviter d'être à la ramasse ou tout simplement pour pouvoir faire du contenu TikTok et percer dessus. Bref, en clair, aujourd'hui, le binge-watching sert surtout à ne pas être en retard. Aujourd'hui, tu te dois de finir la nouvelle saison de Stranger Things de mercredi ou de Berlin avant la fin du week-end. Bah oui, c'est pas pour rien si les plus grosses séries sortent le vendredi sur les plateformes. Ils sont pas bêtes. En plus de ça, aujourd'hui, t'as même plus besoin d'un ordinateur pour regarder une série, ton simple téléphone suffit à regarder ton épisode. Concrètement, quoi que tu fasses, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses pour suivre la tendance. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que regarder une série aujourd'hui, c'est devenu une tendance? On regarde plus une série parce qu'on a envie de la voir, mais parce qu'on doit rentrer dans le moule. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de regarder une série alors que vous n'avez pas du tout envie de la voir, tout simplement parce que tout le monde vous en parle ou que tout le monde vous met la pression pour la regarder et pour être comme tout le monde. Ça m'intéresse. Dites-moi ça. Moi, la première, mon métier consiste à regarder plein de séries pour vous en parler sur cette chaîne. Et pourtant, si vous saviez le nombre de fois où je n'avais pas envie de passer plus de 8 heures sur mon écran à regarder une série qui m'intéresse à peine, et pourtant je l'ai fait parce que tu ne peux pas passer à côté. Dans cette ère de surconsommation, de surproduction, je serais limite incapable de vous donner 3 séries que j'ai adoré regarder pendant l'année 2023. Et pourtant, il y en a. Mais mon esprit baigne tellement dans la masse d'informations et de séries que j'ai regardées que je sais même plus de laquelle vous parlez. Bon, j'avoue, j'abuse un peu, donc voilà quelques séries que j'ai adoré regarder pendant l'année 2023. Au cas où si vous manquez de séries, eh bien je vous laisse piocher tout simplement. Alors aujourd'hui, lorsqu'on me demande encore quelle est ma série préférée, eh bien je trouve ça plus simple de parler de Charmed ou de Supernatural, malgré que ces deux séries soient loin d'être parfaites, mais au moins ces séries, eh bien je m'en souviens encore très bien. Et le cinéma dans tout ça, est-ce que les plateformes de streaming ont un impact sur le cinéma et sur les salles de ciné? Eh bien, croyez-le ou non, mais les plateformes de streaming ont certes changé notre façon de consommer, elles l'ont même pour certains augmenté, et on aurait pu s'attendre à un déclin des salles de cinéma, surtout depuis le premier confinement. Eh bien, soyez surpris de savoir que non, les plateformes de streaming n'ont pas et ne vont pas enterrer le cinéma. On a même constaté une hausse des visites au cinéma ces dernières années, comme quoi on peut y retrouver des inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez au courant, mais Netflix a passé un accord avec certaines salles de cinéma pour que ces derniers puissent, eh bien, tout simplement avoir une exclue sur les prochaines sorties du catalogue Netflix pour pouvoir les diffuser sur grand écran. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus d'avant-premières sur des films ou séries Netflix, Prime Video et j'en passe. J'ai d'ailleurs moi-même posé la question à mes abonnés, donc à vous, via le formulaire, de savoir si vous alliez toujours au cinéma et j'ai constaté qu'en réalité vous étiez très nombreux à aller au cinéma minimum une fois par mois ou en tout cas d'y aller plusieurs fois tous les 2-3 mois. Alors que pour la télé, on est quand même passé de 87% de visionnage de séries il y a 10, 15 ou même 20 ans à 30% aujourd'hui. Et pour ce qui est des DVD, j'en parle même pas, on est passé de 74% à l'époque à 18% aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que l'art visuel n'est pas mort, il s'est tout simplement transformé, n'en déplaise à ceux qui voudraient que ce soit toujours comme avant. Alors oui, les plateformes de streaming ont changé notre façon de consommer le cinéma et les séries, pas en bien, pas en mal, simplement différemment. Bon, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du changement de la consommation du cinéma et des séries depuis ces dernières années, et si ça a eu un impact, que ce soit positif ou négatif sur vous, si ça a augmenté votre
consommation, si ça l'a baissé, si ça vous a permis de vous découvrir une certaine passion pour le cinéma ou autre. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et il faut savoir que j'ai beaucoup aimé écrire cette vidéo et je pense que je vais très souvent vous refaire ce genre de vidéo sur la chaîne parce que eh bien c'est un contenu qui me plaît énormément. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et comme je vous le disais, encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et TikTok. Et puis, pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!